Julie se tenait dans l'entrée, fixant ses affaires entassées dans 2 grands sacs en toile à carreaux, juste devant la porte. La manche d'une veste dépassait, comme si on l'y avait fourrée à la hâte. Une odeur de pot-au-feu flottait dans l'air. Sa belle-mère, Véronique, cuisinait comme si de rien n'était. « Alors, tu es debout ?» lança Véronique en sortant de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. « Prends tes affaires et va-t'en. Maxime a tout décidé. » Julie tourna son regard vers son mari. Assis sur le canapé, Maxime faisait défiler les notifications sur son téléphone sans même lever la tête. 8 ans. 8 ans, et il n'osait même pas la regarder dans les yeux. « Maxime, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait. « Comment ça, décidé ? Hier soir, tout allait bien. » Non, Julie, tout n'allait pas bien, le coupa-t-il, les yeux toujours rivés sur l'écran. « Ça fait longtemps que ce n'est plus normal. J'ai décidé de divorcer. La demande est prête. Tu signeras demain matin. » Elle voulut ajouter quelque chose, mais sa belle-mère arrivait déjà avec ses bottes, les tenant du bout des doigts comme si elles étaient répugnantes. « Reprends tes chaussures, sinon tu diras qu'on te les a volées, » dit Véronique en les jetant sur les sacs. « Et laisse les clés sur la table basse. Pas la peine de fouiller dans une commode qui ne t'appartient pas. »« Cet appartement est aussi à moi, » murmura Julie. « En location, » rétorqua la belle-mère. Le propriétaire se fiche de qui paie. C'est Maxime qui paie, donc c'est Maxime qui reste. Julie balaya l'entrée du regard. C'était vrai, ils louaient cet appartement ensemble. Ils partageaient le loyer, mais le bail était au nom de Maxime. Cela s'était fait comme ça, à l'époque. Ils n'avaient jamais imaginé en arriver à se disputer les meubles. « Je n'irai nulle part en pleine nuit, » déclara-t-elle. « On en reparlera demain, à tête reposée. » Et qui n'a pas la tête reposée, ici, plissa les yeux Véronique. « Qu'est-ce que tu insinues ? » Maman, laisse, intervint Maxime pour la première fois. Laisse-la dormir dans la cuisine jusqu'à demain matin si elle n'a nulle part où aller. Demain, qu'elle dégage. Dégage. Le mot résonna en elle. Julie sentit son estomac se nouer. Sans un mot, elle prit ses sacs, les ramena dans la chambre où elle dormait avant, et s'assit sur le bord du lit. Personne ne ferma la porte derrière elle. De la cuisine, des chuchotements lui parvenaient. Sa belle-mère et son fils parlaient vite, à voix basse, comme s'ils craignaient d'être entendus. Julie tendit l'oreille. Les mots étaient indistincts. Soudain, un seul mot émergea de ce murmure et la piqua au vif. Le terrain. Elle fronça les sourcils. Quel terrain ? Elle n'en possédait qu'un seul. Celui de son grand-père, à la campagne. Une vieille maison de famille où personne n'allait depuis 5 ans. Son grand-père le lui avait légué de son vivant, pour ses 20 ans. C'est à toi, ma petite fille, profitant. Depuis, elle n'y avait presque plus pensé. Des mauvaises herbes, une maisonnette penchée, une clôture délabrée. Quel était le rapport avec ce terrain ? Elle voulut se lever et demander, mais les chuchotements cessèrent. Maxime monta le son de la télévision. La conversation était terminée. La nuit. Julie ne dormit presque pas allongée, elle fixait le plafond en repassant les dernières semaines. Maxime était devenu étrange depuis un mois déjà. Il rentrait tard, restait scotché à son téléphone, et se détournait quand elle s'approchait. Elle avait pensé à une autre femme. Elle s'y était préparée, s'était torturé l'esprit, mais c'était un divorce. Un divorce brutal, avec ses affaires sur le palier, comme si on l'avait déjà effacé de leur vie. Mais ce mot, terrain, ne la quittait pas. Le lendemain matin, dans la cuisine, sa belle-mère faisait déjà cliqueter la vaisselle. Sur la table, il y avait un dossier. Un simple classeur bleu à élastique. Véronique le couvrit de son coude dès que Julie entra. Un café ? Non. Tu as bien raison. Pas la peine de s'attarder. La belle-mère rapprocha le classeur d'elle. Maxime est parti travailler, il m'a demandé de te transmettre ça. Ce sont les papiers du divorce. Signe,
comme ça on n'en parle plus. Quel papier? Demanda Julie en désignant le classeur. Laisse-moi voir. Les papiers habituels, répondit Véronique, sans empressement. La demande, le consentement, tout est en règle. Il y a des croix là où tu dois signer. Certains mettent 6 mois à divorcer, mais vous faites ça bien, rapidement. Julie travaillait dans une maison France Service. Chaque jour, des dizaines de demandes, de contrats, de procurations passaient entre ses mains. Elle pouvait distinguer les yeux fermés une demande de divorce des autres documents, et elle savait qu'une telle requête ne faisait qu'une page, ou deux tout au plus. Or, dans le classeur, il y avait une liasse de papier. Une liasse épaisse. C'est beaucoup de pages pour un simple divorce, dit-elle calmement. Laisse-moi jeter un œil. Oh, ne fais pas l'enfant. Sa belle-mère lui tendit finalement la première feuille, tout en déplaçant le reste du classeur sur le rebord de la fenêtre, derrière elle. Tiens, lis ta demande. Le reste, ce sont des copies pour le tribunal. Tu n'as pas besoin de regarder. Julie prit la feuille. C'était bien une demande de divorce. Tout semblait en ordre. Mais ses doigts tremblaient légèrement, non pas à cause de la demande, mais parce que sa belle-mère cachait le reste avec tant de zèle. Montre-moi le reste, dit Julie en posant la feuille. Si ce sont des copies, pourquoi les cacher? Écoute-moi bien. Le ton de Véronique monta soudainement. Tu n'es plus chez toi, ici. Tu signes ce qu'on te donne, un point c'est tout. Si tu ne veux pas faire ça à l'amiable, on le fera à la dure. Maxime te mettra dehors, même sans ta signature. Compris? Et en plus, tu nous devras de l'argent. Vous devoir de l'argent? Pourquoi? Julie plissa les yeux. Pour le loyer, s'exclama la belle-mère, comme si elle se réjouissait de la question. Ça fait 6 mois que tu ne paies plus. C'est Maxime qui a tout assumé. On va faire les comptes. C'était un mensonge. Julie avait payé sa part jusqu'au mois dernier. Elle avait même gardé les preuves de virement. Mais elle ne discuta pas. Elle regardait le rebord de la fenêtre, où se trouvait le classeur bleu derrière sa belle-mère, et elle sentait que le divorce n'était qu'un prétexte. Une façade. Il y avait autre chose dans ce dossier. Quelque chose qu'on voulait lui faire signer à la hâte, sans qu'elle puisse lire. D'accord, dit Julie d'une voix soudainement posée. Je vais y réfléchir. Donne-moi la journée. Il n'y a rien à réfléchir, s'emporta Véronique. La journée, répéta Julie en se levant. Sinon, je ne signe rien du tout, et vous attendrez 6 mois avec le tribunal. La belle-mère pinça les lèvres. Le calcul était bon. Ils étaient pressés. Leur visage, leur précipitation, tout le montrait, ils avaient besoin que ça aille vite. Et si c'était le cas, alors elle avait un peu de temps. Elle quitta la cuisine, prit son téléphone et s'enferma dans la salle de bain. Elle ouvrit son application bancaire, vérifia ses virements pour le loyer. Tout était là, en ordre. Aucune dette. Il mentait donc pour lui faire peur. Ensuite, elle fit ce qu'elle faisait 100 fois par jour au travail, elle ouvrit le site du cadastre en ligne et entra l'adresse du terrain de son grand-père. Ce qu'elle vit la força à s'asseoir sur le bord de la baignoire. Une nouvelle route passait juste à côté du terrain. Cette fameuse rocade dont tout le monde parlait et dont la construction avait duré 3 ans. Elle longeait la propriété de son grand-père. De l'autre côté du village, une nouvelle conduite de gaz avait été installée l'année précédente. Par curiosité, Julie consulta quelques sites d'annonces immobilières pour voir le prix des terrains dans ce secteur. Les chiffres étaient si élevés qu'elle dut les relire 2 fois. Le terrain vague de son grand-père, envahi par les mauvaises herbes, s'était transformé au fil des ans en une parcelle de choix, bordée par la rocade et raccordée au gaz. Un tel terrain valait le prix d'un bel appartement, voire plus. Voilà donc ce que signifiait le « terrain » chuchoté dans la nuit. Assise sur le bord de la baignoire, Julie assemblait les pièces du puzzle. Maxime était devenu étrange il y a 1 mois. Le divorce, soudain, brutal, avec cette tentative de lui faire signer une épaisse liasse de papier en la faisant passer pour une simple demande. Et ce terrain,
dont la valeur avait explosé. Un terrain qui lui appartenait à elle, Julie, et à elle seule. Elle visualisa le classeur bleu, que pouvait-il contenir d'autre que la demande de divorce? Un accord à l'amiable, elle l'aurait signé sans problème, pourquoi le cacher? Ce qu'il cachait vraiment, c'était le document qui leur donnerait le terrain, un acte de donation, ou une procuration. Quelque chose qui nécessitait sa signature, car sans la signature du propriétaire, on ne pouvait rien faire. Et c'est là qu'elle comprit. Le terrain était son bien propre, pas un bien commun acquis pendant le mariage. Son grand-père le lui avait donné personnellement. En cas de divorce, Maxime ne pouvait prétendre à rien, pas un seul mètre carré. Le divorce n'était donc pas pour partager le terrain, c'était impossible. Le divorce n'était qu'un prétexte. Pendant qu'elle était en panique, avec ses sacs sur le palier, on lui tendait un stylo en disant « Signe » pour ne pas avoir à revenir. On lui glisserait un acte de donation pour le terrain au milieu de la pile. Elle signerait sans regarder, et le terrain s'envolerait. Julie sortit de la salle de bain, métamorphosée. De l'extérieur, elle était toujours la même femme abandonnée et désemparée. Mais à l'intérieur, elle était l'employée de la maison France Service qui savait trop bien comment les gens perdaient leurs biens sur une simple signature hâtive. « Tu as réfléchi ?» Sa belle-mère l'attendait dans le couloir. « Je signerai demain, » dit Julie. « Je préfère le faire le matin, à tête reposée. Aujourd'hui, je suis trop bouleversée. Je risquerais de me tromper d'endroit pour signer. » « Fais attention à toi », la menaça Véronique du doigt. « Maxime n'attendra pas. » « S'il n'attend pas, tant pis », répondit Julie en haussant les épaules avant de retourner dans sa chambre. Là, sa première action fut d'envoyer un message à une connaissance, Sophie, qui travaillait comme clerc de notaire dans le même quartier. Elles n'étaient pas des amies proches, mais se croisaient professionnellement. Le service public et le notariat, des mondes voisins. Julie écrivit un message bref, « Sophie, ce n'est pas un sujet pour le téléphone. J'ai vraiment besoin de vérifier quelque chose sur un document. Peux-tu m'accorder 10 minutes demain? C'est important. Je t'expliquerai. » La réponse de Sophie fut rapide, « Viens à l'ouverture. » « C'est sérieux? » « Très, » répondit Julie. Le soir, Maxime rentra. De la chambre, Julie entendit le bruit des clés, puis sa mère se précipitait vers lui en chuchotant. Encore ces chuchotements. Elle s'approcha de la porte. Point elle fait traîner les choses, parvenait la voix de sa belle-mère. Elle dit « Demain. » Laissons-lui jusqu'à demain, répondit Maxime d'une voix lasse. Du moment qu'elle signe. L'acheteur attend. Je lui ai déjà donné ma parole. On ne peut plus reculer, maman. Il n'attendra pas. Julie se figea. L'acheteur. Il y avait déjà un acheteur. Maxime s'était arrangé pour vendre son terrain, celui de son grand-père, ce qui ne lui appartenait pas. Et maintenant, il avait désespérément besoin de sa signature, sinon tout tomberait à l'eau. « Tu ne lui as pas encore demandé d'acompte, j'espère » demanda sa belle-mère. « Non, pas encore » répondit Maxime rapidement. Trop rapidement, pensa Julie. On s'est mis d'accord, d'abord les papiers, ensuite l'argent. Pas ici, maman, elle va entendre. Ils allèrent dans la cuisine, et Julie ne put plus rien distinguer. Mais c'était suffisant. Largement suffisant. Elle s'assit sur le lit, le cœur battant. Tout s'emboîtait. Maxime avait trouvé un acheteur pour le terrain de son grand-père, donné sa parole, convenu d'un prix. L'acheteur était pressé. Et maintenant, Maxime devait à tout prix faire transférer la propriété du terrain à son nom, ou directement à celui de l'acheteur. Mais le terrain appartenait à Julie, et le seul moyen était d'obtenir sa signature. Une vraie signature, obtenue par la ruse. Et cette pensée la glaça, une fausse signature, si elle refusait de signer. Qu'est-ce qui les empêcherait de l'imiter? Il voyait bien qu'elle commençait à résister. Ce classeur épais qu'on ne la laissait pas consulter. Et si un acte de donation avec un espace pour sa signature s'y trouvait déjà? S'il ne parvenait pas à l'obtenir de son plein gré, il trouverait un moyen de l'obtenir autrement.
Non, elle ne pouvait pas laisser passer ça. Demain, elle irait voir Sophie. Et elle devait découvrir à quel notaire il comptait s'adresser, car on ne transfère pas un bien immobilier sans acte notarié. Il y avait donc un notaire quelque part, soit déjà complice, soit sur le point de l'être. Le lendemain matin, Julie se leva avant tout le monde et s'habilla en silence. Sa belle-mère dormait. La chambre de Maxime était silencieuse. Le classeur bleu était toujours sur le rebord de la fenêtre. Julie s'approcha, souleva légèrement l'élastique et jeta un œil. En haut, la demande de divorce. Comme prévu. Elle souleva délicatement la première feuille. La deuxième lui coupa le souffle. Acte de donation d'un bien immobilier. Suivi du numéro de cadastre. Son terrain. Donateur, Julie. Bénéficiaire, Véronique. En bas, une ligne vide pour sa signature. Mais la signature de Véronique, elle, y était déjà. Le plan était donc bien celui-ci. Elle donnerait le terrain à sa belle-mère. Pas à son mari, à sa belle-mère. Malin. Si elle l'avait donné à son mari, la question se serait posée lors du divorce. Mais la belle-mère était une tierce personne, une belle-fille offre un terrain à la mère de son mari, rien de plus normal. Ensuite, Véronique pourrait vendre le terrain en toute tranquillité. L'argent resterait dans la famille, et Julie se retrouverait sans rien. Julie prit une photo du document avec son téléphone. Rapidement, les mains tremblantes, elle remit la feuille en place, ajusta l'élastique et recula. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle enfila sa veste, prit son sac et quitta l'appartement en refermant doucement la porte. Dehors, le temps était gris et humide. Le vent balayait les feuilles mortes sur l'asphalte. Julie courut presque jusqu'à l'arrêt de bus. Elle devait voir Sophie avant que sa belle-mère ne se réveille et ne s'aperçoive de son absence. L'étude notariale ouvrait à 9h. Julie arriva à 9h moins 5. Sophie était déjà là, petite, efficace, des lunettes attachées à une chaînette. « Allez, raconte-moi tout », dit Sophie en la faisant entrer dans un petit bureau et en fermant la porte. « Tu as une mine affreuse. » Julie lui montra la photo du contrat et lui expliqua tout, le divorce, les sacs sur le palier, le classeur épais, la conversation surprise sur l'acheteur et la vente du terrain qui avait pris de la valeur. Sophie écouta sans l'interrompre, les lèvres de plus en plus pincées. « Bon, » dit-elle quand Julie eut terminé. « Reprenons dans l'ordre. Le terrain est à ton nom seul ? » Oui, mon grand-père me l'a donné de son vivant. Tout est en règle, l'acte de propriété est à mon nom. Il te l'a donné pendant que vous étiez mariés ? Non, avant, pour mes 20 ans. Je me suis mariée à 26 ans. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec les biens communs, acquiesça Sophie. C'est ton bien personnel. Ton mari ne peut rien réclamer en cas de divorce, pas un centime. Est-ce qu'il le sait ? Il le sait, confirma Julie. C'est pour ça qu'ils ne passent pas par le divorce, mais par une donation. Ils veulent que je donne le terrain à sa mère. Si tu le donnes de ton plein gré, personne ne pourra contester, expliqua Sophie. C'est ton droit de donner ce que tu veux à qui tu veux. Mais tu ne comptes pas le faire, n'est-ce pas ? Non. Alors, sans ta signature devant un notaire, ils ne peuvent rien faire. Sophie écarta les mains. Une donation immobilière doit être authentifiée. Tu dois venir en personne, avec ta carte d'identité, et signer devant le notaire. Le notaire a l'obligation de s'assurer que tu es saine d'esprit, que tu agis volontairement et que tu comprends ce que tu donnes. Aucun notaire n'authentifiera un acte de donation sans le donateur. C'est impossible. Et s'ils falsifient ma signature, demanda Julie à voix basse. S'ils apportent un contrat déjà signé ? Sophie marqua une pause. Là, c'est plus grave, dit-elle. S'ils trouvent un notaire peu scrupuleux qui accepte d'authentifier avec une fausse date ou de fermer les yeux, ça peut arriver, malheureusement. Ou s'il te le glisse à signer au milieu d'autres papiers et que tu signes toi-même sans lire. Tu as failli le faire. J'ai failli le faire, répéta Julie comme un écho.
Bon. Sophie enleva ses lunettes et se massa l'arête du nez. Voyons ce qu'on peut faire. Premièrement, ne signe aucun papier à la maison. Absolument rien, même pas la demande de divorce, tant que tout ça n'est pas réglé. Tu leur diras que tu veux passer par la mairie ou le tribunal? Officiellement. Deuxièmement, il faut savoir vers quel notaire ils comptent se tourner. S'ils ont déjà un accord avec un notaire, c'est une chose. S'ils en cherchent un, c'en est une autre. C'est là que Julie eut une idée. Sophie, dit-elle lentement. Et s'ils venaient te voir, toi? C'est-à-dire, dans mon étude? Pourquoi? Parce que votre étude est la plus proche de la maison. 10 minutes à pied. Ma belle-mère est âgée, elle n'ira pas loin. Et Maxime est paresseux. Il choisit toujours le plus simple. Il est très possible qu'il vienne ici. Sophie réfléchit. Admettons, dit-elle. Et alors? Alors, continua Julie en se penchant en avant, vous ne les mettez pas dehors. Au contraire. Vous faites comme si tout était normal. Vous acceptez les documents, vous gagnez du temps, et vous me prévenez. Attends. Sophie leva la main. Je ne peux pas authentifier un faux, tu comprends? Je n'authentifierai jamais rien sans toi. C'est hors de question. Je ne te demande pas d'authentifier, précisa Julie. Je te demande une seule chose. S'ils viennent avec cet acte de donation, portant ma prétendue signature, ne les renvoyez pas tout de suite. Dites-leur qu'il faut faire des vérifications, précisez un détail. Donnez-leur un rendez-vous et appelez-moi. Je veux les prendre sur le fait. Je veux que tout soit révélé devant des témoins, pas qu'ils repartent tranquillement chercher un autre notaire plus accommodant. Sophie la fixa longuement. Tu te rends compte que c'est risqué? Je me rends compte que si je refuse de signer maintenant, ils ne s'arrêteront pas là, dit Julie doucement. Maxime a déjà donné sa parole à l'acheteur, il est coincé. Il trouvera un moyen, il falsifiera, il s'arrangera, il me mettra la pression. Je veux que ça se termine une bonne fois pour toutes. Je veux qu'il se retrouve lui-même, devant témoin, avec ce faux papier entre les mains. Elle fit une pause avant d'ajouter, Sophie, ce n'est pas une vengeance. Je ne veux juste pas me retrouver à la rue, et en plus endettée. Je n'ai rien d'autre que ce terrain. Sophie soupira. D'accord, dit-elle. Je n'authentifierai jamais un faux, en aucun cas. Ce n'est même pas négociable. Mais s'ils apportent un contrat avec ta prétendue signature? Je l'accepterai pour vérification, je dirai qu'il faut consulter le registre, je fixerai un rendez-vous et je t'appellerai. Après, on verra ce qui se passera. Ça te va? Ça me va. Pour la première fois en 24 heures, Julie respira. Elle rentra à la maison pour le déjeuner. Sa belle-mère l'attendait sur le seuil, rouge de colère. « Où est-ce que tu as traîné ?» l'agressa Véronique. « Je me suis réveillée, tu n'étais plus là. Qu'est-ce que tu as en tête ?» Je suis allée à la pharmacie, mentit Julie calmement. J'avais une migraine terrible, ma tension a grimpé. J'ai acheté des médicaments et je me suis assise dans un parc. J'ai le droit. Je ne suis pas encore en prison. Toujours à faire l'intelligente, siffla la belle-mère. Maxime a appelé. Il a dit que tu signerais les papiers ce soir. Fini, plus de demain. D'accord, accepta Julie avec une facilité surprenante. Je signerai ce soir. Sa belle-mère en resta bouche bée, ne s'attendant pas à cela. C'est bien, marmonna-t-elle avec un regard suspicieux. Il aurait fallu faire ça depuis le début. Julie alla dans la chambre. Son calcul était simple, si elle résistait jusqu'au bout, il deviendrait nerveux, pire encore, pourrait falsifier sa signature immédiatement, en cachette, et courir chez un notaire. Mais si elle faisait semblant de céder, ils se détendraient, baisseraient leur garde et apporteraient l'acte de donation pour le faire authentifier ouvertement, se jetant eux-mêmes dans la gueule du loup. Elle avait besoin qu'ils se rendent de leur plein gré là où on les attendait. Le soir, Maxime arriva. Pour la première fois depuis des jours, il semblait presque content.
Il lui sourit même, ce sourire de convenance qui dégoûta Julie. Julie, enfin, on agit en adulte, dit-il en posant les papiers sur la table. Regarde, c'est simple. Voici la demande de divorce. Tu signes ici et ici. On se sépare proprement, sans drame. Julie s'approcha de la table. La demande de divorce était sur le dessus, mais en dessous, elle apercevait le coin de la deuxième feuille, la fameuse. Et ça, c'est quoi demanda-t-elle en désignant la feuille du dessous. C'est. Maxime hésita une seconde. C'est un accord de répartition. Pour dire qu'on n'a aucune réclamation l'un envers l'autre. Une formalité. Il mentait avec une telle facilité que Julie en aurait prescrit. Un accord de répartition. Comme s'ils avaient quelque chose à se répartir. Laisse-moi lire. Elle tendit la main vers la feuille. Il n'y a rien à lire, dit Maxime en couvrant le papier de sa main. Julie, on avait dit qu'on faisait ça bien. C'est un texte standard. Signe, et on en finit. Maxime, dit Julie en le regardant droit dans les yeux. Enlève ta main. Je veux lire ce que je signe. Sa belle-mère entra dans la pièce. C'est quoi cette comédie? Véronique se posta derrière son fils. On t'a dit de signer. Pourquoi tu fais des histoires? Je ne signe jamais de papier sans les lire, déclara Julie d'une voix égale. Jamais. C'est mon travail. Enlevez votre main, Maxime. Maxime et sa mère échangèrent un regard. Un regard bref, mais que Julie intercepta. Il contenait tout, la colère, le désarroi, et la question muette, qu'est-ce qu'on fait? Elle ne marche pas. Tu sais quoi? La belle-mère arracha la feuille de la table avant que Julie ne puisse l'atteindre. Puisque tu es si maline, tu n'as qu'à signer le divorce. Et ça, dit-elle en agitant la feuille, tu le liras plus tard chez un avocat, si tu es si méfiante. Allons-y, chez un avocat, accepta facilement Julie. Ou chez un notaire, même demain. Ça ne me dérange pas. Elle avait mentionné le notaire à dessein et vit sa belle-mère et son fils échanger un nouveau regard, cette fois avec un certain soulagement, comme si elle leur avait elle-même soufflé l'idée qu'ils avaient en tête. Parfait, s'anima Maxime. Chez le notaire, c'est très bien. On fera tout dans les règles de l'art. On y va demain. Chez quel notaire? Demanda Julie, l'air de rien, en signant la demande de divorce, le seul papier qui ne la menaçait en rien. Il y en a un juste à côté, répondit Maxime d'un geste vague, presque au coin de la rue. Pas la peine d'aller loin. Julie termina de signer la demande de divorce et posa le stylo. Intérieurement, elle jubilait. Celui, presque au coin de la rue. L'étude de Sophie. Ils l'avaient choisi eux-mêmes. Eux-mêmes. D'accord, dit Julie. Demain, chez le notaire. À quelle heure? Vers midi, dit la belle-mère en rangeant les deux feuilles, la demande signée et l'autre dans le classeur bleu. À midi. Et sans histoire. Sans histoire, acquiesça Julie. Cette nuit-là, elle ne dormit pas non plus, mais pour une autre raison. Ce n'était plus la peur, mais la concentration. Elle écrivit à Sophie, demain à midi, ils viendront te voir, lui et sa mère. Avec l'acte de donation, où ma signature sera probablement déjà falsifiée. Je viendrai aussi, mais fais en sorte qu'ils ne me voient pas tout de suite. Accepte le document, comme convenu. Sophie répondit, reçu. Viens à midi, je t'installerai dans le bureau du fond, je laisserai la porte entr'ouverte, tu entendras tout. Tu sortiras quand tu le jugeras nécessaire. Et, Julie, tu es sûre de toi? Sûre, répondit Julie. Le matin, sa belle-mère se préparait comme pour une fête, elle sortit de son armoire son plus beau chemisier, mit un collier de perles et se mit un rouge à lèvres éclatant. Julie observait ses préparatifs en comprenant que pour Véronique, c'était vraiment un jour de fête. Le jour où sa belle-fille serait mise à la porte sans rien, et où le précieux terrain tomberait entre de bonnes mains. La belle-mère fredonnait même un air. Tu ne te prépares pas, lui lança-t-elle. Tu devrais te faire belle aussi.
On va chez le notaire, tout de même. Je suis prête, dit Julie. Elle était prête, en effet, mais pas à ce que sa belle-mère imaginait. Maxime arriva en voiture. Pendant tout le trajet, sa mère et lui étaient joyeux, échangeant des plaisanteries. Maxime sifflotait même. Assise à l'arrière, Julie restait silencieuse. Dans son sac, son téléphone contenait la photo du contrat et l'enregistreur vocal était activé. Seulement, la voiture ne tourna pas en direction de l'étude notariale. « Où allez-vous » s'inquiéta Julie quand Maxime dépassa le carrefour. « Oh, écoute » se retourna sa belle-mère, radieuse. « On n'est pas des monstres. Un divorce, c'est une épreuve. Il faut bien marquer le coup. On se quitte en bons termes. Maxime a réservé une table. Il y a un bon restaurant juste ici. On déjeune d'abord, et ensuite on va chez le notaire. C'est juste en face. Tout se fait dans le respect. » Julie se crispa. Le restaurant ne faisait pas partie du plan, mais le notaire, selon sa belle-mère, était de l'autre côté de la rue. C'était donc bien l'étude de Sophie. Ils avaient simplement décidé de fêter leur victoire avant l'heure. Elle réfléchit rapidement, c'était encore mieux. Qu'il se détende encore plus. Qu'il soit convaincu d'avoir gagné. Si on fête, alors fêtons, dit-elle à voix haute. Le restaurant était l'un de ceux où Maxime l'emmenait une fois par an pour les grandes occasions. Lumière tamisée, nappe blanche, musique douce, une odeur de viande grillée et de dessert. On les installa à une table près de la fenêtre. La belle-mère commanda immédiatement du vin. Maxime, un steak, comme s'il ne divorçait pas mais célébrait une promotion. Eh bien, dit Véronique en levant son verre quand le vin arriva. À nos chemins qui se séparent. Toi, ma petite Julie, tu es jeune, tu trouveras quelqu'un de plus simple. Maxime, lui, a besoin d'une femme sérieuse, une vraie maîtresse de maison. Julie but une gorgée d'eau en silence. Elle n'avait pas pris de vin. Elle regardait leur visage satisfait et attendait. Elle avait déjà prévenu Sophie par message qu'ils iraient d'abord au restaurant d'en face et qu'ils passeraient à l'étude ensuite. Et elle lui avait demandé une chose. Maxime, dit Julie en posant son verre. Tu as pris l'acte de donation avec toi ? Pour qu'on puisse le signer tout de suite chez le notaire, sans avoir à y retourner. Oui, oui, dit Maxime en tapotant la poche intérieure de sa veste. Tout est là. Le contrat, tout. On signe, et tu es libre. Laisse-moi voir, demanda Julie. Puisqu'on fait ça, je veux savoir ce que je vais signer. Julie, dit sa belle-mère en posant son verre. Tu es incorrigible. À table, on pourrait au moins manger tranquillement. Tu liras tout chez le notaire. Il y aura un expert juridique et un sceau officiel. C'est vrai, ajouta Maxime en couvrant sa poche de sa main. Patiente une demi-heure. Julie hocha la tête, feignant d'accepter. En réalité, elle n'avait pas besoin de voir. Elle savait déjà ce qu'il y avait dedans. Ce dont elle avait besoin, c'était que ce contrat, avec sa fausse signature, se retrouve entre les mains de Sophie, en sa présence, et avec des témoins aux tables voisines. Sous la table, elle avait déjà envoyé un message à Sophie, « Nous sommes au restaurant en face, table près de la fenêtre. Le contrat est dans la poche de sa veste. Il ne veut pas me le montrer. Si tu peux, viens toi-même. » La réponse arriva une minute plus tard, « J'arrive. » Julie rangea son téléphone et attendit. Sa belle-mère servait le vin. Maxime coupait son steak. Ils riaient tous les deux. Une musique douce jouait. Dehors, les passants allaient et venaient. 15 minutes passèrent. Puis, la porte du restaurant s'ouvrit. Une femme entra, vêtue d'un manteau strict, petite, des lunettes sur une chaînette Sophie. Derrière elle, un homme en costume, un porte-documents en cuir sous le bras. Julie ne le connaissait pas, mais à sa posture, et à la façon dont Sophie se tenait légèrement en retrait, elle comprit, c'était le notaire lui-même. Celui pour qui Sophie travaillait. Elle l'avait fait venir en personne. Julie baissa la tête et se cacha derrière le menu. Sa belle-mère et Maxime ne les virent pas,
il tournait le dos à l'entrée. Sophie et le notaire s'approchèrent de leur table. « Bonjour, dit le notaire d'une voix posée et professionnelle. Je vous prie de m'excuser de déranger votre déjeuner. Monsieur Maxime et madame Véronique, c'est bien cela ? » Maxime leva la tête, ne comprenant pas tout de suite qui était devant lui. « Oui. Et vous êtes ? » « Je suis le notaire avec qui vous avez rendez-vous à midi, » se présenta-t-il en donnant son nom. « On m'a appelé de l'étude pour me dire que vous étiez à proximité. Le fait est qu'il y a un problème avec votre acte de donation, un problème sérieux. J'ai préféré ne pas attendre et venir moi-même. » La belle-mère se tendit visiblement. Son verre de vin resta suspendu dans sa main. « Quel problème ? » Maxime sourit, mais son sourire était forcé. C'est un acte de donation tout à fait normal. Une belle fille qui donne un terrain à sa mère. Tout le monde est d'accord. C'est justement là que le bâtiment blesse, l'accord, dit le notaire. Dites-moi, où est la donatrice elle-même ? Julie. Elle doit être présente en personne. Sans elle, je ne peux pas authentifier l'acte. Mais, elle est là, Maxime s'interrompit. C'est à ce moment que Julie posa le menu et leva la tête. Je suis là, dit-elle calmement. Les visages de Maxime et de sa belle-mère s'allongèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'elle et le notaire soient liés d'une quelconque manière. Ils ne s'attendaient à rien de tout cela. Vous êtes Julie, se tourna le notaire vers elle. Oui, c'est moi, la propriétaire du terrain. Et c'est ma signature qui doit figurer sur l'acte de donation. Elle regarda Maxime. Maxime, montre le contrat au notaire. Celui qui est dans ta poche. Puisqu'il est venu lui-même, autant l'authentifier tout de suite. Oui, Maxime devint blême. Sa main esquissa un mouvement vers sa poche, puis s'arrêta. Montre-le, murmura sa belle-mère, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Qu'est-ce que tu attends ? Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je suis ici, dit le notaire, sans attendre. Mon étude a reçu une demande pour authentifier l'acte de donation de ce terrain. On m'a donné le numéro de cadastre. Comme le veut la procédure, j'ai vérifié la propriété au registre foncier et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Il ouvrit son porte-document. Le terrain est au nom de Julie. En pleine propriété. L'origine de la propriété est une donation de son grand-père, faite il y a longtemps, avant son mariage. C'est donc son bien personnel. Le notaire leva les yeux vers Maxime. Vous avez pris rendez-vous pour une donation, mais la loi est très stricte. La signature du donateur doit être apposée en ma présence, uniquement lorsque je vois la personne et que je m'assure qu'elle comprend ce qu'elle fait et qu'elle agit de son plein gré. Il n'y a pas d'autre moyen. Il marqua une pause. Ma question est donc simple. Le contrat que vous avez sur vous, est-ce que la signature de la donatrice y figure déjà, ou pas encore ? Un silence sembla s'installer dans le restaurant. La belle-mère posa lentement son verre. Maxime ne disait rien. Si elle y figure, continua le notaire, et que Julie elle-même affirme n'avoir rien signé, je suis tenu de déterminer qui a apposé cette signature et quand. Parce qu'une signature apposée au nom du propriétaire, quelque part chez soi, ce n'est plus un acte juridique. C'est un faux. Et un faux en écriture sur un tel document, ce n'est plus une simple affaire de famille. Je n'ai rien signé, déclara Julie d'une voix claire. Hier, j'ai trouvé cet acte de donation dans le classeur et je l'ai photographié. Elle sortit son téléphone et tourna l'écran vers le notaire. Voilà, regardez. L'acte de donation. Mon nom, et la ligne pour la signature est vide. Elle était encore vide hier. Si maintenant, sur le contrat de Maxime, il y a une signature, cela signifie qu'elle a été ajoutée sans moi, car je n'ai jamais touché ce papier. Julie, qu'est-ce que tu fais ? Siffla Maxime en se levant brusquement. Tu as perdu la tête ou quoi ? Assieds-toi, dit Julie. Et, chose étrange, il s'assit. Moi, j'ai toute ma tête. C'est toi qui as dû la perdre quand tu as promis à un acheteur un terrain qui ne t'appartenait pas, apparemment, quand tu as déjà empoché un acompte pour quelque chose qui n'est pas à toi.
La belle-mère se tourna vivement vers son fils. Quel acompte, chuchota-t-elle pour que lui seul entende. Mais Julie était assez proche. Tu m'avais dit que tu n'avais rien pris. Maman, tais-toi, Maxime était en sueur. Et maintenant, demandez-lui à nouveau, Madame Véronique, dit Julie en fixant Maxime, qui blêmissait à vue d'œil. Demandez-lui pour l'argent, pour l'acompte. À voir son visage, il ne vous a pas tout dit. La belle-mère regardait son fils comme si elle le voyait pour la première fois. Bien. Le notaire referma son porte-document. Mettons les choses au clair. Julie, avez-vous l'intention de faire don de ce terrain à qui que ce soit? Non, répondit Julie, fort et clair. Je n'en ai pas l'intention. Ni à la mère de mon mari, ni à personne d'autre. Ce terrain est à moi, et il le restera. Dans ce cas, se tourna le notaire vers Maxime et sa belle-mère, il n'y aura pas de donation. Et quant au document que vous avez sur vous, avec une signature falsifiée, je vous recommande vivement de le déchirer sur le champ. Car si ce contrat refait surface, dans une autre étude, n'importe où, il s'agira d'un faux en écriture, avec la signature d'une personne qui n'a rien signé et qui est prête à le confirmer. Vous comprenez ce que cela implique? Maxime était aussi blanc que la nappe. Sa mère s'agrippait au bord de la table. Nous ne savions pas, balbutia Véronique. C'est Maxime qui a tout fait. Je pensais qu'elle était d'accord. Maman, s'étouffa Maxime, sidéré de la rapidité avec laquelle sa mère l'abandonnait. Quoi, maman? La belle-mère se tourna vers lui, et tout son éclat de fête s'évanouit. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit qu'elle signerait sans faire d'histoire. Tu m'avais dit que tu n'avais pas pris d'acompte. Et en fait, tu as déjà pris l'argent et tu l'as dépensé. Où l'as-tu mis? Hein? Où? Taisez-vous, siffla Maxime en jetant des regards autour de lui. Aux tables voisines, les gens commençaient à les observer, mais la belle-mère était lancée. Toute sa peur, toute sa colère, se déversèrent. Non pas sur Julie, mais sur son fils. C'est à cause de toi que je me suis embarquée là-dedans, criait-elle presque. J'ai mis mon beau chemisier. Je me réjouissais, vieille idiote que je suis. Je pensais qu'on vendrait le terrain, qu'on rembourserait nos dettes, qu'on vivrait mieux. Et toi, tu m'entraînes dans une histoire de fausse signature. Tu m'as mise comme bénéficiaire. S'il y a un problème, c'est moi qui serai en première ligne. C'est vous-même qui me mettiez à la porte, intervint Julie à voix basse. Prends tes affaires, on n'a plus besoin de toi. Vous vous souvenez? Vous prépariez votre pot-au-feu en me chassant. Et maintenant, je ne savais pas. La belle-mère se tut, la bouche ouverte. Je propose que tout le monde se calme, dit le notaire. Julie, souhaitez-vous donner une suite à cette affaire? Ou est-ce suffisant que la donation n'ait pas lieu et que le document soit détruit? Julie regarda Maxime, l'homme avec qui elle avait vécu 8 ans. Elle vit comment il s'était recroquevillé, comment ses yeux fuyaient, comment, même maintenant, il ne pensait pas à elle, mais à la manière de se sortir de cette histoire d'acompte. Je veux que ce contrat soit déchiré devant moi, dit Julie. Ici et maintenant. Et je veux que Maxime comprenne, ce terrain était à moi, et il le restera. Ce qu'il a promis à son acheteur, c'est son problème. Qu'il rembourse l'acompte avec son propre argent. Celui qu'il a dépensé, je ne sais où. Julie, Maxime leva les yeux vers elle, et sa voix devint soudain pitoyable. Julie, mais je n'ai pas de quoi rembourser. Je me suis endettée. Ce terrain, c'était ma seule issue. Tu ne comprends pas, on me met la pression. Je pensais qu'on le vendrait, que je pourrais tout rembourser. Et c'est pour ça que tu as décidé de vendre mon terrain, demanda Julie. Tu n'es pas venue me dire, Julie, j'ai des problèmes, aide-moi. Non, tu m'as mise à la porte, tu as inventé un divorce, tu as falsifié ma signature et tu voulais tout donner à ta mère, pour que je me retrouve avec 2 sacs sur le palier. Belle issue. Maxime se tut. Il n'y avait rien à répondre. Sors le contrat, dit Julie. Déchire-le. Lentement, Maxime sortit les feuilles pliées de sa poche.
Ses mains tremblaient. Il les déplia, et Julie vit sa signature, soigneusement imitée par une autre main. La ressemblance était frappante. Quelqu'un s'était entraîné. « Qui a signé ?» demanda-t-elle. « Toi, ou ta mère ?» Maxime ne répondit pas. Sa mère se tourna vers la fenêtre. « Déchiré ?» répéta le notaire, doucement mais fermement. Maxime déchira le contrat. Une fois, 2 fois, 3 fois. Les morceaux tombèrent sur la nappe blanche, entre l'assiette de steak à moitié mangée et les verres de vin. Le deuxième exemplaire aussi, rappela Sophie, prenant la parole pour la première fois. Il y en a généralement 2. L'autre aussi. Maxime sursauta, fouilla dans une autre poche, sortit une deuxième feuille et la déchira également. Le notaire hocha la tête. Voilà, c'est mieux, dit-il. Julie, votre terrain est en sécurité. Personne, sans votre présence physique, devant moi ou un autre notaire, ne pourra conclure de transaction. Si on vous met la pression, si on exige votre signature, si on vous menace. Venez nous voir immédiatement, ou adressez-vous aux autorités compétentes. Mais je pense, ajouta-t-il en regardant Maxime et sa mère, qui s'étaient tus, qu'ils ne vous importuneront plus, n'est-ce pas? La belle-mère, le regard perdu vers la fenêtre, ne dit rien. Maxime fixait les morceaux de papier sur la nappe. Ils ne le feront pas, dit Julie doucement à leur place. Ils n'ont plus le temps pour moi. Ils doivent maintenant s'expliquer entre eux sur la destination de l'argent de l'acheteur. Elle se leva et prit son sac sur la chaise. Merci d'être venu, dit-elle au notaire et à Sophie. Vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. C'est notre travail, répondit brièvement le notaire. Bonne journée. Julie se dirigea vers la sortie. Près de la porte, la voix de sa belle-mère la rattrapa, une voix basse, brisée, si différente de celle qui cuisinait un pot-au-feu en la chassant de chez elle. Julie et nous, comment on va faire maintenant? Maxime, il a des dettes. Il doit rembourser. Tu ne vas vraiment pas nous aider? Julie se retourna. Sa belle-mère était assise à la table de fête, au milieu des débris d'un contrat falsifié, l'air perdu et pathétique avec son collier de perles et son rouge à lèvres criard qui semblait maintenant grotesque. Madame Véronique, dit Julie calmement, il y a 1 heure, vous buviez à ma santé, en espérant que je trouve quelqu'un de plus simple. Il y a 1 demi-heure? Vous refusiez de me laisser lire le papier que je devais signer. Et ce matin, vous jetiez mes bottes dehors du bout des doigts, comme si elles portaient une maladie. Vous vous souvenez? La belle-mère se tut. Eh bien, moi non plus, je ne me souviens de rien, conclut Julie. Ni des dettes, ni de l'aide. Débrouillez-vous. Elle sortit. Le vent humide lui fouetta le visage, mais elle se sentit soudainement légère. Plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Elle sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire et regarda ses virements pour le loyer, ceux-là même avec lesquels sa belle-mère avait essayé de la faire passer pour une débitrice. Elle sourit. Elle n'était débitrice de rien. Au contraire. Derrière elle, la porte du restaurant claqua. Julie ne se retourna pas. Elle savait déjà ce qui s'y passait. Maxime et sa mère, assis au-dessus des ruines de leur plan. Et maintenant, le plus intéressant les attendait, expliquer à l'acheteur où était passé l'acompte pour un terrain que personne ne leur donnerait jamais. Elle avait son terrain, sa terre, le cadeau de son grand-père. Et pour la première fois depuis longtemps, la certitude, claire et totale, que plus personne ne la mettrait à la porte avec 2 sacs en toile à carreaux. Le vent se calma. Julie glissa son téléphone dans sa poche et se dirigea vers l'arrêt de bus, sans un regard pour la fenêtre derrière laquelle elle laissait sa vie passer.